Je suis Gonzague Gauthier, je suis conseil en stratégie numérique pour le secteur de la culture, ce qui veut dire que j'interviens aussi bien pour des structures culturelles du type musée que pour des entreprises qui travaillent dans le secteur culturel. Pour dire ce que je fais en des termes relativement simples, eh bien, c'est lorsqu'une institution culturelle veut par exemple construire un projet numérique, eh bien, je l'aide à définir le projet, à savoir ce qu'elle veut exactement, à préciser ses idées, et puis je l'accompagne comme ça tout au long de la construction du projet jusqu'à ce qu'il puisse être mis en œuvre, ouvert au public. Mais en fait, quand je dis ça, c'est un petit peu mentir parce qu'il y a plein de petites choses qui viennent s'ajouter, c'est-à-dire la définition par exemple des éléments économiques, comment on va aller chercher de l'argent pour faire le projet, ou alors comment ce projet peut ramener de l'argent. La définition aussi des stratégies un peu globales, comment le projet s'inscrit dans des idées qui sont celles de la structure, les valeurs par exemple de la structure, etc. etc. Et puis quand je fais ce travail auprès d'entreprises, l'idée c'est justement de les accompagner sur la maturation, c'est-à-dire sur le fait qu'ils vont aller jusqu'au bout d'un projet, d'un produit qu'ils veulent vendre. Le cheminement de mon parcours est, alors je dirais pas chaotique, mais en tout cas il n'est pas forcément très linéaire. C'est-à-dire qu'à la base, moi je me destinais plutôt à de la recherche. J'ai fait des études en Cultural Studies et en arts plastiques. Donc c'était des approches qui étaient complètement différentes. Mais là où il y a quelque chose qui est un petit peu le fil rouge, c'est que les Cultural Studies, c'est une façon finalement de comprendre un objet en le prenant de plein d'endroits différents, de plein de regards différents. Donc il y a déjà cette transversalité qui existait dans mon parcours. À la suite de ça, on va dire qu'il y a eu différentes étapes. L'une des plus marquantes, c'est bien évidemment le passage au Centre Pompidou, où j'étais 8 ans chargé de projet numérique. Donc l'idée, c'était que j'accompagnais un peu tous les projets numériques qui étaient à destination des publics. À la fois, ça pouvait être les éditions numériques, le site internet, enfin voilà, tout ce qui pouvait à un moment être en contact avec les publics, mais aussi toutes les étapes de travail en fait qui existaient avant cette mise en contact avec les publics, c'est-à-dire aider les collègues à mettre des choses en place. Et puis là, depuis 3 ans maintenant, j'ai monté ma boîte qui s'appelle AK Conseil, qui fait donc du conseil en stratégie numérique. Et actuellement, je suis en train de monter une start-up qui s'appellera Popcorn et qui aura pour but, en 2 mots simples, de faire une cartographie de l'innovation. L'un des fils rouges et l'une des racines du travail que je mène justement, c'est le rapport en fait à l'autre, le rapport pas forcément à l'altérité, mais ça peut être aussi justement à celui qui ressemble au sein d'une communauté. Et c'est d'essayer de trouver en fait la façon dont on va pouvoir créer des choses ensemble, construire quelque chose qui soit commun et qui nous permette d'avancer vers des objectifs qu'on définit, ou même qui ne sont pas forcément définis, mais en tout cas des objectifs qu'on veut porter ensemble. C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans les études Cultural Studies que j'ai pu mener, puisque l'idée c'était de comprendre avec notamment des outils de sociologie, des outils de philosophie, ce qui faisaient les communautés. Et puis après, ce travail dans la culture, en fait, il est assez logique pour moi, dans le sens où je pense que l'élément culturel, justement, c'est l'élément sur lequel on va pouvoir se reposer le plus efficacement pour avancer en commun. Pour certains, c'est l'économie, pour d'autres, ça peut être encore d'autres aspects. Pour moi, c'est la culture au sens très large du terme. Il ne s'agit pas forcément d'une culture qu'on trouve dans les musées, mais aussi une culture qu'on se produit au quotidien, que ce soit de la culture populaire ou même de la culture très individuelle qu'on peut se construire dans l'entre-soi d'une communauté. Alors entreprendre pour moi c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu compliqué, puisque je venais pas du tout de cette culture-là à la base. Je venais vraiment d'une idée que la culture était plus intéressante et plus riche quand elle était portée par le secteur public. Et finalement, entreprendre, pour moi, c'est un outil. C'est pas du tout une perspective de travail que je m'étais mise en tête. C'est vraiment un outil qui permet d'arriver à quelque chose. Le quelque chose, c'est avancer ensemble. Et l'outil, en fait, il représente la nécessité dans un monde qui change, dans justement un support de la culture où on est moins dans le public, on est plus dans les aspects privés, dans les aspects de financement privé, mais aussi dans les stratégies privées de la culture. C'est un outil qui permet de s'adapter, en fait, à la situation actuelle. Et particulièrement, l'entrepreneuriat culturel,
Pour moi, il a cette particularité d'être justement en contact avec l'objet même qu'il veut mettre en œuvre. C'est-à-dire que si je suis entrepreneur dans la culture et que je n'ai pas une appétence pour la culture, que je ne mets pas en œuvre des approches culturelles dans mon travail, eh ben, je ne vais pas bien comprendre en fait ce qu'on peut attendre de moi. Dans la culture, ce qui est intéressant, c'est que on va s'adresser potentiellement à d'autres entrepreneurs, à d'autres personnes qui ont peut-être une culture projet ou des choses de ce type et qui vont nous comprendre en tant qu'entrepreneurs, mais on va aussi beaucoup s'adresser à des gens qui n'ont pas cette culture-là du tout. Des gens par exemple qui sont des conservateurs ou des gens qui sont des artistes, pourquoi pas. Et ces gens-là en fait ils sont à milieu de tout ce qui est les problématiques de l'entrepreneuriat. Donc il faut pouvoir porter en soi plein de choses, la casquette comme on dit souvent entrepreneur, la casquette peut-être un petit peu créatif, peut-être un petit peu artiste aussi, la casquette je parle à un conservateur, c'est pas du tout mon monde mais j'arrive à comprendre ce qu'il veut. Donc c'est cette faculté qu'on retrouve à parler à plein de personnes, ça c'est un peu classique dans l'entrepreneuriat, mais surtout à des personnes qui ont un avis bien arrêté sur ce que c'est qu'un projet, sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, et cet avis en général il n'est pas vraiment positif. Parmi les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose dans la culture, ça serait premièrement peut-être d'être vraiment porté par son projet, c'est-à-dire d'avoir une envie particulière, de pouvoir construire quelque chose sur cette envie. Parce que si on arrive en fait sur un projet d'entrepreneuriat dans ce secteur culturel et que c'est juste pour en vivre comme on pourrait vivre d'un projet de salariat par exemple, là il va nous manquer quelque chose en fait. Le deuxième conseil, ça serait de croire en son projet. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire forcément d'être contre les autres, mais un projet culturel, c'est un projet aussi qui se veut dans une certaine mesure créatif, et donc il faut pouvoir imposer cette vision. C'est quelque chose qu'on retrouve là aussi dans l'entrepreneuriat classique, mais c'est quelque chose qui a un aspect encore plus important dans la culture, puisque bien souvent ça va toucher soit à des objets culturels, soit à des points de vue qui sont particuliers, et prenons l'exemple de quelqu'un qui porte une pièce théâtrale dans laquelle il y a un engagement fort qui pourrait être, je ne sais pas, par exemple politique. Là, forcément, défendre le projet en tant que projet face à quelqu'un qui n'aurait pas le même point de vue, ça va être encore un peu plus compliqué. Donc ce n'est pas forcément, encore une fois, de l'adversité, mais c'est croire suffisamment en son projet pour être sûr que même face à quelqu'un qui est a priori contre, on va pouvoir le défendre. Un troisième type de conseil, c'est quelque chose aussi qu'on entend souvent, mais que j'aurais pas forcément, et d'ailleurs que je n'ai pas forcément pris en compte dès le départ, c'est de ne pas partir seul dans son projet entrepreneurial. Donc ça paraît relativement classique, mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin, et le monde culturel, c'est un petit peu ça, c'est justement parler aux autres, se confronter à quelque chose qui n'est pas soi pour se comprendre et en même temps comprendre l'autre. C'est pareil pour un projet. Si j'ai un projet en tête et que je pars bille en tête sans jamais discuter, dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas forcément un collaborateur, qui est peut-être juste quelqu'un qui suit un petit peu mon projet, qui est capable de comprendre un petit peu l'évolution que je peux avoir dessus. Si je pars sans cet élément-là, eh bien, je vais partir avec un manque, je vais avoir ce déséquilibre dans ma réflexion. A contrario du troisième conseil, le quatrième, ça serait de ne pas s'obliger à partir avec quelqu'un. Il faut trouver une personne en fait qui puisse accompagner le projet, mais sans le bloquer ou sans lui faire prendre des directions complètement différentes. Pouvoir aller ailleurs dans son projet, se dire ça c'était le projet initial mais j'ai évolué depuis grâce à quelqu'un, ça c'est une bonne chose, mais devoir finalement avoir un projet qui est complètement différent et qui correspond plus justement à cette force qu'on avait au départ pour mener le projet, ça c'est pas une bonne chose. Donc trouver la bonne personne, ça ne veut pas forcément dire prendre la première qui passe parce qu'elle semble un peu efficace sur tel ou tel domaine. Il faut des complémentarités bien évidemment, mais il faut aussi des points de convergence, et s'il y a un conseil, c'est que ce point de convergence, il doit vraiment se trouver sur la volonté initiale de porter le projet. Alors souvent on pose la question de qui a influencé ou quelles sont les lectures qu'on pourrait conseiller, et moi toujours je réponds un peu la même chose. J'ai des choses qui me viennent en tête, mais en fait je fais exprès de dire en fait il n'y en a pas. Parce que je travaille vraiment, l'idée c'est vraiment de travailler entre guillemets sans gourou. Il y a des choses effectivement, des idées, des approches qui m'ont porté, mais ce n'est pas des choses sur lesquelles je me repose de manière pérenne et sur lesquelles je me repose sans en varier. À un moment, ce sont des choses qui construisent ma pensée, mais peut-être ça fonctionne pendant 1 ou 2 ans, et puis par la suite, comme la pensée évolue, de toute façon, ces personnes qui ont été importantes à un moment, elles ne le sont plus forcément autant, même si elles restent des personnes qui ont structuré mon parcours, ou des personnes ou des idées d'ailleurs, qui ont structuré mon parcours. Du coup, j'ai envie
de détourner la question et de dire c'est pas forcément des personnes, des idées ou des lectures par exemple que je voudrais conseiller ou qui m'ont porté, mais de dire qu'il faut être ouvert aux autres, ouvert à la rencontre. Parfois il y a des lectures ou des idées qui ont vraiment construit mon parcours et que je garde comme ça en tête, mais la plupart du temps, ou en tout cas très souvent, ce sont des rencontres un peu fortuites qui ont fait quelque chose, qui ont amené quelque chose en plus. Et quand je parle de rencontres, bien évidemment, ce sont des rencontres avec des gens, mais on est dans le secteur culturel et donc c'est aussi parfois des rencontres avec des productions artistiques. Alors moi je suis plutôt art contemporain, donc on va dire avec des idées qui sont portées en tout cas par des œuvres. Pour ne pas passer à côté de son projet, je pense qu'il y a vraiment une idée qu'il faut avoir en tête, c'est de se faire confiance. C'est essentiel à mon sens, ne pas aller où on ne croit pas avoir besoin d'aller et puis continuer effectivement à porter cette envie première, encore une fois, même si elle doit évoluer. Le projet en lui-même doit évoluer, l'envie elle doit quand même être authentique, elle doit quand même être portée par soi-même. Donc la première chose, en plus dans le domaine culturel, on est dans un aspect créatif où les gens n'ont pas forcément les mêmes approches, où il faut beaucoup convaincre, hein. La culture finalement c'est aussi une entreprise de conviction, et bien il faut se faire confiance à soi-même, j'allais dire s'écouter, pas dans le mauvais sens du terme, mais écouter la petite voix qui va nous porter à l'action. L'adage un peu qui me porte dans mon travail, ou en tout cas que j'essaie de me rappeler quand j'en ai besoin, c'est « je ne suis pas un professionnel ». Et ça recouvre pas mal de choses en fait. Pourtant je donne des formations, j'accompagne des gens en AMO, etc. Donc cette figure-là finalement du professionnel qui sait et qui transmet, on me demande souvent de la jouer, mais la première chose que je dis en arrivant c'est « je ne suis pas un professionnel ». Ce que je dis c'est un point de vue qui est extrêmement situé, qui est issu d'une expérience, qui est issu de certaines convictions. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être discuté, ça ne veut pas dire qu'il va s'appliquer tout le temps. Donc ça c'est déjà quelque chose à avoir en tête, même si on prend un point de référence de quelqu'un qu'on écoute ou qu'on essaye de suivre, et ben dans le même sens, je lui applique la même chose. Il n'est pas un professionnel dans le sens où c'est pas un discours univoque qu'il faut pouvoir suivre à la lettre. Et puis ça veut aussi dire quelque chose en continuité de ça qui est peut-être encore un peu plus profond dans la remise en cause, c'est que justement ce que j'ai appris des cultures du numérique et un élément essentiel je pense c'est le test and learn, c'est-à-dire que c'est en faisant les choses qu'on apprend également les choses et on ne peut pas se dire professionnel dans le sens un peu traditionnel du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, qui a appris et puis derrière qui applique et qui aide à appliquer aujourd'hui de la même façon parce qu'il y a ce test and learn. Donc le professionnel, entre guillemets, il devrait pouvoir se remettre souvent en cause et c'est souvent pas exactement l'image du professionnel. Donc cette remise en cause pour moi elle est essentielle et c'est pour ça que je la synthétise par cette phrase qui est un petit peu choc et qui fait souvent penser les gens et j'espère pas trop regretter quand même les clients qui me prennent, c'est « je ne suis pas un professionnel ». Non, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Je suis déjà bien content d'avoir répondu aux questions.